La situation économique en Allemagne, après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, a conduit à la mise en œuvre des politiques d'Hitler. Ils ont commencé à tuer des enfants en premier, puis un peu plus tard, ils ont commencé à tuer les adultes. Il n'est pas surprenant que les infirmières à l'époque nazie aient été prises dans l'engrenage. La propagande était partout, à propos de tuer des gens qui étaient considérés comme des vivants indignes de vivre. Bouches inutiles était le terme qu'ils utilisaient. Les infirmières étaient celles qui tenaient les enfants pendant qu'ils étaient tués. Elles leur ont donné des overdoses de médicaments. Ce sont elles qui les ont mis dehors, dans les vérandas, afin qu'ils meurent d'hypothermie. Ce sont les infirmières qui ont refusé de les nourrir, de telle sorte que les enfants mouraient de faim. Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, l'Allemagne a subi de graves difficultés économiques et la nation a vu la montée de différentes factions et idéaux politiques. Un groupe a particulièrement émergé avec Adolf Hitler et son parti national-socialiste. Bien sûr, il y avait une inflation endémique, il y avait une grande pauvreté et un désavantage social dû aux réparations qui devaient être remboursées après le traité de Versailles. L'argent a été dévalué et ils ont vu un leader fort qui rétablissait l'ordre. En 1933, Adolf Hitler et le parti nazi ont pris le contrôle de l'Allemagne. Et cela a commencé par la promulgation de lois d'hygiène raciale, des persécutions et les camps de la mort. Hitler voulait créer la race maîtresse et éliminer les Juifs ainsi que d'autres personnes qu'il considérait inférieures à la race aryenne. Enfants innocents et prisonniers des camps de concentration ont souffert de terribles expériences médicales. Tout cela a été accompli avec l'aide de médecins et d'infirmières allemands. La base du plan d'hygiène raciale d'Hitler était un concept appelé eugénisme, qui est la pseudoscience de développer une race supérieure. Avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, à travers le monde, toute la théorie de l'eugénisme était quelque chose que de nombreuses nations avaient embrassé. L'eugénisme est la croyance que, par l'élevage, que ce soit des vaches, des moutons, des gens, peu importe, que grâce à l'élevage sélectif, l'eugénisme positif est la capacité à élever une progéniture qui portera les meilleurs traits de la race. Cette théorie de l'eugénisme, c'est en résumé qu'il y a des gens qui sont autorisés à se reproduire pour le profit de la race humaine et ceux qui ne sont pas en forme ni en bonne santé et ne doivent pas être autorisés à avoir des enfants. Développé en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, en Scandinavie, l'Allemagne n'était pas à l'avant-garde de cela. Les nazis ont en fait beaucoup appris de leur eugénisme initialement des États-Unis. Certaines de ces politiques eugéniques de soins de santé ont été développées aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Ces politiques américaines ont été imitées par l'Allemagne et incorporées dans la philosophie de gouvernance de la biologie appliquée. Il y a des lois dans le livre en Virginie qui vous disaient comment stériliser les gens. Les nazis ont édicté leur loi de stérilisation en 1933 en imitant la loi américaine. En fait, il fut un temps où il y avait des articles dans les journaux américains qui disaient « Regardez, les nazis ont pris de l'avance sur nous, nous ferions mieux de les rattraper ». Et donc, bien sûr, quand Hitler est venu avec ses théories raciales, il s'est rendu compte que cet eugénisme était vraiment une bonne idée. Et il l'a manipulée pour qu'elle corresponde à ses théories raciales, en y mêlant juifs, tziganes, et tous les autres qui étaient considérés comme racialement inférieurs. Tout cela a amené à une époque effroyable de l'histoire mondiale, appelée l'Holocauste, une période de persécution et meurtre de masse. L'Holocauste a été défini comme la période de 12 années, depuis la montée au pouvoir d'Hitler en 1933 jusqu'à la fin de la guerre en 1945. C'était une extermination ou un massacre de masse planifié par le gouvernement.
Et bien qu'il visait le peuple juif, de nombreux autres groupes d'individus ont également souffert pendant l'Holocauste. Hitler a convaincu le peuple allemand que les Juifs étaient leur ennemi et la cause de leurs problèmes. Il a ensuite créé une atmosphère d'intolérance raciale et de haine des personnes considérées comme racialement inférieures. Donc, dans chaque génocide, comme au Rwanda, l'Holocauste a commencé par cette opposition nous contre eux. Ainsi, Hitler a utilisé les Juifs et plus tard d'autres personnes comme bouc émissaire pour tout ce qui n'allait pas en Allemagne, en particulier les malheurs économiques. Alors, il a mis en place le nous contre eux, il a institutionnalisé cela. En 1933, le gouvernement nazi a adopté les lois de Nuremberg pour la protection héréditaire de la santé. Cela a légalisé la stérilisation involontaire. Hitler a trouvé un maillage parfait de son idéologie nazie avec la médecine eugénique nazie ou le mouvement d'hygiène raciale. Les lois allemandes sur la stérilisation ont conduit à la stérilisation involontaire par des médecins d'environ 400 000 Allemands. Les médecins nazis ont stérilisé les citoyens contre leur volonté, euthanasié 200 000 enfants et adultes allemands handicapés et créé les chambres à gaz et les fours crématoires qui ont été utilisés pour le meurtre de masse de 6 millions de juifs, de polonais et de tziganes. Sans le plein soutien des médecins, des scientifiques et infirmières, l'Holocauste tel qu'il s'est déroulé n'aurait jamais pu arriver. Aux États-Unis, il y avait des lois qui pouvaient exiger que les gens soient stérilisés contre leur gré. Les lois sur la stérilisation étaient répandues aux États-Unis, notamment en Indiana et en Caroline du Nord, mais d'autres États, dont la Californie et la Virginie, ont permis la stérilisation, même dans les années 1970. En fait, au début du XXe siècle, les États-Unis ont conduit le monde à utiliser les stérilisations obligatoires. Une loi célèbre a été adoptée en Virginie qui disait qu'il était normal de stériliser les attardés. Et elle a été portée devant la Cour suprême et Olivier Wendell Holmes, le juge en chef, a déclaré « 3 générations d'imbéciles, ça suffit », indiquant donc que c'était tout à fait correct de stériliser. Mais aux États-Unis, cela n'ira pas plus loin. Mais en Allemagne, c'est devenu l'idéologie principale, puis ce fut mis en œuvre. Hitler a promis au peuple allemand qu'ils allaient créer la race maîtresse. Je pense que la race maîtresse aurait dû être, du point de vue des nazis, une personne blonde, forte, aux yeux bleus et en bonne santé, sans aucun défaut génétique, et qui soit une pure aryenne. Dans les années 1920-1930, la communauté médicale allemande était considérée comme la meilleure au monde. Vous n'étiez pas un vrai médecin aux États-Unis, sauf si vous étiez allé en Allemagne pour étudier, et à votre retour racontiez « Vous savez, j'ai étudié en Allemagne ». Je pense que cela a entraîné une certaine arrogance et le sentiment de « nous sommes tellement supérieurs à tout le monde ». J'ai étudié la médecine en Allemagne. Je connais certains des meilleurs enseignements sur l'anatomie, la physiologie et en médecine qui me viennent d'Allemagne. L'Allemagne était très avancée, non seulement dans le domaine médical, mais l'Allemagne était la meilleure civilisation parmi les pays européens. C'était le haut de la technologie, le haut de la science. Comment était-il possible que ces personnes soient devenues des meurtriers ? La majorité des infirmières n'étaient pas membres du parti nazi. Cependant, pour avoir un emploi en Allemagne, une infirmière devait appartenir à l'une des nombreuses organisations d'infirmières. Il y avait 5 organisations d'infirmières. Parmi celles-ci, les infirmières nationales socialistes et celles de la Croix-Rouge qui ont prêté serment d'allégeance à Hitler. De plus, l'organisation des infirmières protestantes a déclaré qu'elle accueillait le national-socialisme à cœur ouvert. Étonnamment,
plus de médecins, en pourcentage, ont rejoint le parti nazi que la population en général. Et je pense que les médecins ont été très impressionnés par le fait que nous pouvions utiliser notre science pour améliorer la race humaine. Beaucoup de médecins et d'infirmières ont soutenu le régime nazi avec enthousiasme et ont été impliqués dans tous les aspects de l'Holocauste. Environ 40% des médecins allemands étaient dans le parti nazi, tandis que les avocats et les enseignants et les autres professions en col blanc se sont jointes en bien moins grand nombre. Si vous n'aviez pas rejoint le parti nazi, il n'y avait pas de châtiment. Utilisant une propagande haineuse, Hitler et les nazis ont commencé une campagne contre les Juifs. Je sais que mon père disait qu'il y avait des choses qui arrivaient au peuple juif en Allemagne. Ils étaient victimes de discrimination. Les enfants juifs ne pouvaient plus fréquenter leurs écoles habituelles. Les enfants ne pouvaient pas garder leur emploi à l'université ou toute autre profession. Hitler a dit « Suivez-moi. Peu importe votre Dieu, peu importe votre religion. Suivez-moi, faites ce que je demande que vous fassiez. » Puisque le régime était totalitaire et qu'ils étaient très bons dans les campagnes publiques et la propagande, ils avaient assez de scientifiques et de médecins qui les suivaient. La propagande est un moyen extrêmement puissant de convaincre les gens comment et quoi penser. L'institution médicale allemande a commencé à soutenir le parti nazi, à l'exception des médecins juifs qui étaient ostracisés. Le journal officiel de l'Association médicale allemande a commencé à avoir une croix gammée sur leur journal. Ils se sont débarrassés très vite de tous les médecins juifs, auteurs, personnels de bureau, membres de différentes associations ou de sociétés. En 5 ou 6 ans, ils les ont évincés de toutes les universités et établissements professionnels. Après des années de forte propagande nazie, les médecins et infirmières allemands ont commencé à accepter cette croyance que l'hygiène raciale serait bonne pour la nation. Le darwinisme social disait « Nous devons éliminer ces gens inférieurs qui étaient handicapés, qui étaient peut-être mentalement dérangés. Nous voulons une société saine et prospère. » En Allemagne, les partisans du mouvement eugénique étaient les plus importants, les plus puissants. Ils constituaient l'établissement. Le système juridique est devenu immédiatement nazifié. Bien sûr, il fallait des avocats, il fallait des médecins, il fallait des bureaucrates, il fallait des administrateurs, mais aussi un bon nombre d'infirmières pour effectuer les injections. Mais pendant longtemps, les infirmières ont été les agents des médecins, et les médecins, durant la période nazie, étaient des agents de l'État. C'est donc très important, car les médecins n'étaient plus appelés à soigner les patients, mais à soigner pour l'État, le Volk, le peuple allemand. Donc, ce qui était bon pour l'État, c'était ce qui était important, pas ce qui était bon pour un patient individuel. L'obéissance faisait toujours partie de l'enseignement prodigué aux infirmières, ainsi que la façon de penser. Il n'est donc pas surprenant que les infirmières de l'époque nazie aient pris parti dans tout cela. Des programmes d'euthanasie ont été établis dans l'Allemagne nazie dans lesquels des enfants et des adultes étaient tués s'ils étaient considérés comme inaptes à la vie et constituaient un fardeau pour l'État. Le vrai sens de l'euthanasie aurait dû être la mort miséricordieuse d'une personne suite à sa permission ou suivant sa demande. Cependant, ce n'était pas le cas en Allemagne nazie. Ces meurtres se sont déroulés sans consentement. C'étaient des meurtres. Dans les années 20, l'avocat allemand Karl Binding et le psychiatre allemand Alfred Hoche sont co-auteurs du livre « Permission de détruire une vie indigne de vivre ». Ce livre a grandement influencé la réflexion d'Hitler sur l'euthanasie. Tout le monde avait cette propagande face à lui. C'était commun, c'était partout. C'était en quelque sorte cette idée que les gens, qui étaient d'une certaine manière déficients, devaient être éliminés afin qu'ils ne propagent plus des gènes défectueux
et pour qu'il ne soit pas un fardeau pour l'État. Ainsi, les infirmières, comme tout le monde dans la société, étaient sensibles à cela. Les infirmières travaillaient dans des hôpitaux où il y avait des enfants handicapés, des personnes atteintes de maladies mentales, avec un ensemble de conditions de prise en charge pour ces patients. Elles n'ont pas été contraintes de faire partie de ces programmes. Une fois que vous acceptez, tout être humain peut être déshumanisé. Éventuellement, vous pouvez vous engager même dans l'extermination. Ce fut un processus graduel et très puissant. Et malheureusement, ce processus très efficace a eu lieu en Allemagne. Le programme d'euthanasie nazi a débuté en 1939 comme moyen d'éliminer les enfants handicapés. Vous avez des familles qui, à cause de toutes les propagandes, croient qu'avoir un enfant avec des traits de caractère négatifs est une mauvaise chose, que c'est mauvais pour la santé de l'Allemagne. Ils tuaient des enfants handicapés, des enfants trisomiques, des enfants atteints d'anomalies cardiaques, des enfants atteints de paralysie cérébrale, des enfants qui ne se développaient pas normalement, qui étaient considérés comme des bouches inutiles. C'était le terme utilisé. Les infirmières de la santé publique allaient voir les familles en promettant « Si vous nous donnez votre enfant, celui-ci recevra les meilleurs soins. » Et ainsi les gens ont été faussement amenés à le croire et ont abandonné leur enfant. Les infirmières ont été impliquées dans le meurtre des enfants en leur donnant des surdoses, en les amenant au-delà de leurs limites, en sachant que cela allait contribuer à leur mort. Je me suis beaucoup intéressée à ça quand j'ai découvert que les infirmières tuaient activement leurs patients. Et je suis devenue très intriguée par la façon dont elles ont pu en venir à croire que le meurtre faisait légitimement partie de leur rôle de soin. La propagande autour de l'idée même de tuer des gens pour le bien de l'État était profonde, même jusqu'aux enfants qui faisaient des exercices dans leur manuel scolaire, par exemple, sur combien il en coûte pour garder des personnes handicapées. Les sages-femmes et les médecins ont été mandatés par la loi allemande pour signaler tout enfant né avec un défaut. Et le nourrisson était ensuite placé dans une institution. Les sages-femmes étaient payées pour chaque naissance qu'elles déclaraient. Les sages-femmes avaient une licence pour cela. Elles ont dû passer par une période de formation. Et beaucoup d'entre elles étaient des pratiquantes indépendantes. Donc, peu de temps après que l'enfant soit placé dans une maison, il ou elle serait alors transféré dans une autre institution plus éloignée. Bien sûr, il n'y a eu aucun consentement, rien du tout. Ces meurtres ont été commis sans l'approbation des parents, plus ou moins dans l'ensemble. Ces infirmières et sages-femmes impliquées dans l'exécution, peut-être même pas par idéologie, ont été en fait les exécutantes du programme d'euthanasie. L'euthanasie est vraiment un euphémisme pour assassinat parce que ce n'étaient pas des patients en phase terminale. C'étaient des enfants qui ont été enlevés et assassinés. Pour la plupart, les enfants qui avaient un handicap ou un retard mental. Je pense qu'un point décisif, c'est qu'en Allemagne, la notion de la santé du public était plus importante que la santé de l'individu. Donc, par conséquent, supprimer un élément malsain était considéré comme bon. En septembre 1939, il fut décidé de développer un programme d'euthanasie des adultes pour les patients en asile psychiatrique. Hitler a choisi la date pour qu'elle coïncide avec celle de l'invasion allemande de la Pologne. Élargir pour inclure les adultes était le seul moyen pour rendre cela acceptable. C'est dire que nous avons besoin de ces lits d'hôpitaux pour les blessés de guerre. Pourquoi l'État devrait-il payer pour garder les personnes totalement handicapées vivants quand nos jeunes gars qui sont envoyés au front ont besoin de rentrer à la maison et d'avoir des soins? Le nom de cette organisation meurtrière était T4.
Finalement, 6 centres de mise à mort ont été créés. Le personnel médical a reçu l'ordre de remplir des questionnaires pour évaluer si leurs patients devaient vivre ou mourir. Les patients étaient placés dans des chambres à gaz qui ressemblaient à des douches. Ensuite, du monoxyde de carbone mortel a été envoyé dans les chambres pour tuer les patients. Vous deviez justifier et rationaliser ce que vous faites, juste parce que vous le faites, mais ils y croyaient réellement. Et ils croyaient en fait que ce qu'ils faisaient était de sauver le peuple de sa contamination, de l'infection, qu'il y avait une maladie et que la maladie, c'était les handicapés et les infirmes, et dont ils avaient besoin d'être guéris en les tuant. Guérir en tuant. On leur a dit qu'ils seraient transférés. Les infirmières ont emballé leurs vêtements, leur déjeuner, sont montées avec eux dans les bus. Les hôpitaux, il y en avait 6, avaient spécialement construit des sortes de passages couverts que les bus pouvaient traverser, afin que les patients puissent être déchargés à l'hôpital sans être vus par la communauté. Cependant, cela n'a pas pris longtemps pour les communautés à proximité de ces hôpitaux de se rendre compte de ce qui se passait. Les gens voyaient les bus. Les bus étaient très particuliers, peints en gris. Les fenêtres étaient opaques et ainsi de suite. Les bus arrivaient et, dans un délai très court, une fumée âcre s'échappait des cheminées. Chaque hôpital avait un département pour écrire des lettres de condoléances aux familles. Et il y a eu des confusions. Ils écrivaient et disaient par exemple « Nous sommes désolés de vous annoncer qu'oncle Hans est mort d'une appendicite. » Et peut-être qu'en fait, cela avait déjà été fait auparavant. Les gens finissaient par être assez bien informés de ce qui se passait. Même les enfants narguaient les autres enfants en disant « Ils vont vous mettre dans le bus gris. Vous allez passer par la cheminée. » Au fur et à mesure que la connaissance du gazage des patients était en train de se généraliser, la décision fut prise de mettre fin au T4 programme euthanasie en août 1941. Ceci cependant n'a pas mis fin au meurtre des patients. Le programme d'euthanasie des enfants s'est poursuivi sans relâche jusqu'à la fin de la guerre. Après la fin du programme T4, les médecins ont obtenu la permission de donner une mort plus miséricordieuse à toute personne qu'ils jugeaient souffrante. Ces meurtres, qui ont eu lieu dans de nombreux hôpitaux tout au long du Troisième Reich, étaient connus sous le vocable d'euthanasie sauvage ou euthanasie décentralisée, et ont été effectués sur une base individuelle plutôt que par gazage de groupe. Patients généralement sélectionnés par les médecins, mais tués par des infirmières, ils ont reçu des surdoses de sédatifs. Plus de personnes sont mortes dans l'euthanasie sauvage que dans le T4. Pourquoi les infirmières ont-elles suivi les ordres de tuer ? Nous savons que ce sont les médecins qui ont signé les certificats indiquant si l'enfant devait vivre ou mourir. Ce sont les infirmières qui ont perpétré les tueries. Les médecins n'ont pas forcément commis les meurtres eux-mêmes. Ils ont peut-être dicté qui devait mourir, mais c'était les infirmières qui ont perpétré les tueries. Il y a des épisodes où les infirmières ont décidé d'elles-mêmes de prendre les choses en main et de tuer les patients parce qu'elles savaient qu'ils allaient mourir de toute façon. Alors, il souffrait, alors je vais le faire maintenant. Il va mourir de toute façon, alors je ferai aussi bien de le faire plus vite. Il y a cette citation, la plus fascinante de l'une des infirmières, qui disait « Nous les avons tenus dans nos bras avec tout l'amour possible pendant que nous leur faisions boire ce médicament. Nous ne voulions pas qu'ils souffrent plus que nécessaire, tout en les tuant. » Plus de 70 ans plus tard, la question de savoir comment les infirmières allemandes se sont impliquées dans ces meurtres intrigue encore les historiens. Eh bien, c'est bien sûr un phénomène à multiples facettes, ce qui s'est passé là-bas.
Mais c'est un très bon exemple. Vous commencez une chose, et puis ça conduit à quelque chose d'un peu plus pire, puis de pire en pire. Donc au début, on leur demandait juste de tenir un patient pendant que quelqu'un d'autre faisait une injection, ou autre chose. Elles pouvaient le faire, et elles pouvaient penser « Je ne suis pas celle qui entreprend une action ici ». Et puis, à partir de là, c'était juste un pas de plus à faire pour réaliser l'injection. Pour certaines infirmières, je peux voir qu'elles pouvaient facilement tomber dans le piège de penser que c'était la bonne chose à faire. Pour moi, cependant, toute la question est intéressante car il y a une ligne qu'en tant qu'infirmière, vous allez franchir. Et je pense aussi qu'à cette époque, les infirmières étaient très soumises et très obéissantes. Et tout ce que le médecin demandait, elles devaient le faire. Elles ont senti qu'elles devaient obéir et faire cela, ou alors craindre les conséquences. Et en plus de leur obéissance aux médecins, les infirmières ont également appris à obéir aux infirmières instructrices et supérieures qui parfois ont également ordonné des meurtres. Les infirmières étaient impliquées dans les meurtres elles-mêmes, soit par des moyens actifs, soit passivement. Cela signifie laisser les patients mourir de faim ou les exposer à des dangers tels qu'ils attraperaient une pneumonie et d'autres maladies et finiraient par mourir. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé lorsque les Allemands ont attaqué et envahi la Pologne voisine. Notre bâtiment a également été touché. La survivante polonaise Anna Steinberger se souvient du bombardement. Et je pouvais voir les flammes sur le toit du bâtiment. J'ai demandé à ma mère « Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je vais à l'école ?» Et elle a répondu « Pas d'école aujourd'hui. Va simplement te cacher dans la cave. » Les Juifs polonais ont été rassemblés dans des ghettos et plus tard déplacés dans d'autres établissements pour des expériences médicales. Une décision a été prise par les nazis en janvier 1942 à la conférence de Wannsee pour aller plus loin avec la solution finale et pour déplacer les Juifs dans les camps de la mort. Il y avait 4 camps qui étaient spécifiquement créés comme camps de la mort. Belzec, Chelmno, Treblinka et Sobibor. Il y avait 2 camps de concentration supplémentaires qui ont construit une zone meurtrière. C'était Majdanek et Auschwitz. Certains travailleurs qualifiés ont été maintenus en vie pour travailler dans les camps. L'infrastructure et le savoir-faire, ainsi que le personnel des 6 centres T4, ont en fait été transférés vers Belzec, Sobibor et Treblinka, où ont été établies les premières chambres à gaz. Et puis, certains des mêmes médecins et infirmières qui ont participé au programme d'euthanasie ont démonté les chambres à gaz et les ont réassemblées à l'Est, en Pologne, dans les camps de concentration, où les médecins sélectionnés ont été impliqués pour superviser les gazages et les meurtres. Les médecins étaient donc impliqués dans tous les aspects.